La séance d'aujourd'hui, son thème est « Comment éviter d'amplifier les fausses informations ». Elle s'inscrit dans notre cours d'apprentissage flexible sur les vaccins. Ces cours sont autonomes. Vous pouvez choisir n'importe lequel d'entre eux. Si vous voulez choisir l'une des séances antérieures, nous avons déjà abordé de nombreux conseils sur la manière d'identifier ces informations, de les vérifier. Et une fois que nous les avons trouvées, comment pouvons-nous en parler? Comment pouvons-nous les transmettre au public sans toutefois faire le jeu de ces personnes qui sont à l'origine des fausses informations? Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je vais vous montrer l'ordre du jour. Nous allons tout d'abord parler des tendances et de la coordination et comment ne pas se faire duper pour croire une information qui est fausse. Nous allons parler d'une étude de cas. Nous allons parler d'un concept qui s'appelle la trompette de l'amplification, qui nous aide à comprendre quel est le rôle que nous jouons en tant que journalistes, chercheurs, communicateurs de santé pour différentes organisations dans le processus de la désinformation et de sa diffusion. Et finalement, le dernier point qui est très important, comment décider quand utiliser notre plateforme. Et par plateforme, on entend n'importe quel canal de communication que vous utilisez personnellement ou au niveau de votre entreprise ou organisation. Car cette plateforme a de la valeur, elle est puissante et il est important de savoir comment utiliser cette puissance particulière. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laura Garcia, je suis directrice formation et support pour First Draft. Sur Twitter, vous me trouverez à @LauraGRB. First Draft, nous sommes, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une organisation à but non lucratif et nous recherchons la manière dont la désinformation se propage. Nous travaillons avec des communautés du monde entier pour mettre à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour combattre la désinformation. Parlons des tendances, de la coordination et comment ne pas se faire duper. Ce mot coordination peut facilement être utilisé pour parler de choses comme les robots ou les cyborgs et on peut tout mettre sur son dos. Alors c'est une attaque coordonnée. Mais examinons ce concept. Qu'est-ce qu'il signifie pour mieux le comprendre et ne pas tomber dans ce piège de tout attribuer à la coordination? C'est vrai, les attaques peuvent être coordonnées, mais il est important de comprendre comment cela se passe en ligne et comment remonter aux causes des problèmes. Donc, sur cet écran, du côté droit sur TweetDeck, c'est une interface qui vous permet de faire des recherches sur Twitter et elle affiche différents résultats. La première, c'est pour hashtag Medical Freedom. La deuxième, pour l'expression Medical Freedom avec un espace au milieu. La troisième, hashtag We Do Not Consent. Et finalement, Informed Consent avec un petit espace au milieu. Nous avons choisi ces 4 éléments pour vous montrer comment certains mots qui peut-être ne semblent pas forcément en rapport avec un sujet particulier peuvent être utilisés par des communautés particulières pour parler d'un sujet. Par exemple, le terme medical freedom ou liberté médicale est utilisé par des organisations qui peut-être hésitent face au vaccin pour parler de ce qu'ils perçoivent sur ce sujet, le sujet de la vaccination. Et ce n'est pas une question de médecine, mais une question de choix. Ma liberté personnelle, ce que j'ai le droit de faire avec mon corps, avec ma famille. Et c'est un terme que nous rencontrons peut-être lorsque nous le lisons. Il évoque beaucoup de choses, mais lorsque nous regardons le contenu qui utilise ce hashtag, nous voyons peut-être pas forcément la connexion avec ce thème des vaccins. Et c'est la première chose à comprendre sur les tendances. Nos hypothèses ne vont probablement pas nous apporter les bonnes réponses. Il faut approfondir le contenu, la langue, pour trouver ces différentes choses qui nous permettent d'identifier les tendances. Pas simplement
qu'est-ce que ces mots signifient pour nous, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire pour d'autres personnes. Un autre exemple de différents résultats entre le hashtag Medical Freedom et l'expression Medical Freedom séparée. Regardons le deuxième. Les gens qui utilisent le hashtag, en général, sont des gens qui utilisent le hashtag pour parler de ce qui les inquiète. Par exemple, leur crainte d'être contraints à se faire vacciner. Donc, la communauté qui hésite à se faire vacciner, ces gens-là utilisent ce hashtag. Mais si vous recherchez l'expression Medical Freedom, vous allez non seulement obtenir ce contenu, mais également vous allez obtenir les résultats de personnes qui parlent de ce sujet. Donc, ce sont peut-être d'autres aspects de ce thème. Et cela est très important parce que le hashtag seul ou l'expression seule ne vous permet pas de bien comprendre la situation dans son ensemble. Et il est important de comprendre en quoi l'idéologie modifie la façon dont les gens parlent d'un certain sujet. Nous avons examiné la façon dont les gens qui sont contre les vaccins parlent de ce sujet. Leur manière de parler est totalement différente de la façon dont dont d'autres personnes parlent de ce sujet. Et donc, les termes qu'ils utilisent sont très différents. Par exemple, en espagnol, parce que je suis du Mexique, les gens qui hésitent à se faire vacciner parlent, se voient comme une communauté de la médecine naturelle. Et ces communautés que nous voyons dans d'autres langues, dans d'autres pays, peuvent utiliser d'autres termes. Mais si nous n'approfondissons pas ce thème pour une langue, une communauté particulière, nous passerons à côté de ce contenu. Et donc, il faut faire beaucoup de recherches en ligne, partager des informations avec nos collègues pour voir s'ils trouvent d'autres résultats. Et ce phénomène particulier que nous voyons là s'appelle l'accaparement des mots-clés, c'est-à-dire la domination stratégique exercée sur les mots-clés. Ce sont des gens de Data and Society qui ont écrit un rapport qui s'appelle Source Hacking, je vous le recommande, où ils décrivent ce processus. Donc, une communauté, un groupe de personnes submerge le contenu qui a un rapport avec un mot-clé particulier, un mot ou une phrase qui est en rapport avec le sujet qui les intéresse. Par exemple, le hashtag Green Ice Cream. Et s'ils arrivent à inviter beaucoup de personnes à utiliser ce hashtag, ce mot-clé dans leur message, c'est l'accaparement d'un mot-clé. Permettez-moi de vous montrer un exemple qui n'est sans rapport avec les vaccins, mais qui montre très bien comment l'accaparement des mots-clés fonctionne. Je vais vous montrer beaucoup d'exemples qui n'ont pas de rapport avec les vaccins, mais qui montrent comment fonctionne l'amplification de la désinformation. Comment donc étudier ces tendances sans amplifier les fausses informations. Le hashtag Save the Children. Qui serait, attendez, qui serait contre Save the Children ou sauver les enfants? Sauver les enfants, c'est une idée positive. Il y a une organisation caritative internationale qui s'appelle Save the Children, qui est établie dans plusieurs pays. Et le hashtag Save the Children était lié au contenu produit par cette organisation. Mais finalement, Canon est arrivé, c'est une organisation de la théorie du complot. Et leur idée, c'est que les leaders démocrates aux États-Unis sont impliqués dans un trafic d'êtres humains et c'est leur croyance de base. Donc, ils ont pris cet hashtag Save the Children et l'ont submergé de contenu en rapport avec leur théorie du complot. Vous pouvez voir ce message au-dessous. Les objectifs de la gauche qui sont obsédés par le sexe ont conduit à la maltraitance des enfants, pédophilie, sexualisation précoce, etc. Donc, le contenu lié à ce hashtag a été inondé par ce genre de choses.
Donc, si vous utilisez ce hashtag, vous n'allez pas voir le contenu qui a rapport avec l'organisation à but non lucratif, mais vous allez voir le contenu utilisé par cette organisation de la théorie du complot, parce qu'ils ont inondé, ils ont submergé ce hashtag de leur propre contenu. Donc, ainsi, ils vont vous faire voir ce qu'ils veulent que vous voyez. Un autre exemple, les fans du groupe K-pop, un groupe coréen, ils savent comment manipuler les tendances parce qu'elles sont très faciles à manipuler si vous comprenez comment elles fonctionnent. Donc, lorsque Joe Biden a été sur le point d'être élu, il y a eu le hashtag Impeach Biden now, où mettez une procédure de destitution contre Biden, utilisée par des politiciens, des activistes conservateurs aux États-Unis qui pensaient que Joe Biden n'était pas le président légitime du pays. Donc, des fans de K-pop ont vu cela immédiatement et ils ont submergé ce hashtag et ont créé une immense quantité de contenu en partageant des images de leurs stars pop préférées. Et nous pouvons voir là une coordination. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le travail d'un robot ou d'un cyborg, mais c'est simplement des gens qui ont décidé de faire cela. Donc, vous voyez le hashtag Impeach Biden Now. Donc, cela nous montre qu'il y a un effort concerté pour reprendre le contenu qui est affiché lorsque vous saisissez ce hashtag particulier. Et ce sont que les communautés de fans ont fait pour que l'origine de ce hashtag puisse être dissimulée. Donc, si vous voyez les tendances sur Twitter, vous pouvez voir que Impeach Biden now est une tendance actuelle, mais c'était une tendance parce que les fans de K-pop avaient complètement submergé ce hashtag avec le contenu de leur chanteur préféré. Sur le monde des plateformes sociales, on peut accaparer les mots-clés ou exercer une domination stratégique de ces mots-clés avec les différentes manières de créer du contenu en ligne. Par exemple, voici deux écrans de TikTok. Du côté gauche, c'est une capture d'écran d'une chanson qui s'appelle Trump est votre président, donc avant les élections. Donc beaucoup de contenu qui avait été créé par un camp et par l'autre. Et la chanson numéro 1 par quelqu'un qui s'appelle Bryson Gray montre que Trump devrait être le président, c'est le meilleur choix. Mais si vous cliquez sur les résultats de la chanson pour voir le contenu que les gens ont créé sur TikTok en utilisant cette chanson comme base, parce que TikTok est une plateforme où vous pouvez réutiliser la chanson de quelqu'un d'autre et ainsi cette chanson devient une tendance. Si vous regardez les résultats qui sont affichés pour Trump et votre président, il y a beaucoup de vidéos de K-pop. Voilà, en voici un autre. Et si vous continuez à faire défiler l'écran, 90% des vidéos créées à partir de cette chanson sont des vidéos créées par des fans de K-pop, prises depuis Twitter et postées sur TikTok. Donc, lorsque nous pensons à l'accaparement des mots-clés, le mot-clé est n'importe quel élément que nous utilisons pour créer du contenu en ligne. Donc, c'est une domination sur n'importe quel facteur de communication utilisé en ligne. Ça peut être une photo de profil, un hashtag, une expression, une chanson ou un effet, parce que parfois les gens utilisent des effets sur TikTok. Abordons maintenant une étude de cas. Revenons sur l'exemple de Canon. Lorsque nous voyons quelque chose qui commence à devenir une tendance, il est important de se pencher sur cette tendance de plus près. Donc, nous allons utiliser cet exemple pour montrer comment ne pas amplifier la désinformation. Et cela, un exemple parfait. Regardez tous les hashtags utilisés. Hollywood, Los Angeles, Save the Children, Save Our Children, Child Lives Matter, c'est-à-dire c'était un jeu de mots sur Black Lives Matter. Mettez fin au trafic, à la traite d'êtres humains, and human trafficking, ou bien WWG1WGA. Ce dernier est utilisé exclusivement par les gens qui croient
que Canon, que leurs théories sont véridiques. Donc, si vous voyez ce hashtag, demandez-vous pourquoi cela est-il utilisé sur ce message sur la traite des enfants. Donc, ce sont des contenus qui font vraiment très peur. Et si vous ne savez pas ce que signifie ce dernier, et si vous cliquez dessus pour savoir quel autre contenu a été créé avec ce hashtag, si vous ne le faites pas, peut-être vous ne verrez pas la connexion avec Canon. Et il y a d'autres acronymes et qui sait ce qu'ils veulent dire parfois, mais il est important de penser à cela pour signaler toute désinformation en ligne. Et donc, il est important d'étudier ces hashtags pour ne pas amplifier par accident des choses que nous ne connaissons pas en fait. Nous avons par exemple trouvé ici à First Draft, à travers nos études, une capture d'écran de personnes qui coordonnaient leur travail, qui faisaient un travail de coordination sur les hashtags à utiliser. Donc, si quelqu'un utilise le hashtag QAnon, ils sont forcément désactivés, mais s'ils utilisent notre hashtag, ils sont peut-être pas identifiés. Regardez cette coordination, utilisez ces hashtags. C'est pas forcément quelque chose de technique ou de scientifique, mais cela signifie simplement que des gens se mettent d'accord pour faire quelque chose ensemble. Donc, si nous voyons des choses en ligne ou hors ligne, parce qu'il faut se souvenir que les tendances numériques sont également reflétées dans le monde réel, et il est très facile d'amplifier ces informations. Donc, regardez par exemple, voici tous des organes de presse qui ont parlé de marches, de manifestations Save the Children. Non, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas en parler. S'il y a une manifestation, c'est quelque chose d'important dans la communauté. Mais comment allons-nous en parler? Si nous allons répéter cette expression Save the Children sans remonter à sa source, à son origine, et on risque de ne pas bien transmettre la réalité. Et cela a un rapport avec un concept que nous appelons la trompette de l'amplification. C'est notre directeur de la recherche, Clay Wardle, qui a inventé ce terme. Et il explique comment, en tant que professionnel des médias, et dans le sens large, journalistes, chercheurs, communicateurs de santé, institutions diverses, nous pouvons être la cible de l'amplification. Certaines personnes voudraient que nous répétions leurs fausses informations, que nous propagions leurs mensonges pour les amplifier et ainsi exploiter notre crédibilité auprès du public. Donc, certaines choses commencent parfois dans certains coins anonymes de l'Internet, passent ensuite aux plateformes de messagerie fermée, euh, dans différentes communautés, sur YouTube et ailleurs, et finalement arrivent sur des réseaux sociaux publics comme Twitter, dans l'objectif que nous puissions les voir et en parler. Et il est très important, c'est une partie très importante de notre dynamique dans le cadre de ce processus à laquelle nous devons réfléchir. Lorsque nous trouvons des informations potentiellement trompeuses, comment nous allons en parler? Il est très important d'y réfléchir pour ne pas faire le jeu de ces personnes qui voudraient nous exploiter comme leur microphone ou leur mégaphone pour amplifier leurs fausses informations. Donc, faites toujours très attention. Et cela me rappelle lorsque j'étais une productrice pour la télé, lorsque nous voyons une tendance sur Twitter ou sur TikTok ou ce que vous voulez, maintenant que nous savons à quel point il est facile de manipuler ces informations, nous devrions toujours y réfléchir à deux fois avant d'utiliser les plateformes de réseaux sociaux comme guide pour notre travail. Ils sont parfois un bon point de départ pour commencer nos recherches, mais il faut toujours faire ces recherches. Est-ce que les mots sont utilisés comme nous pensons qu'ils devraient être utilisés? Et avec la communication, il est important de mettre les choses dans leur contexte.
Voici par exemple une manifestation comme nous avons vu dans les gros titres auparavant, mais le nom est... Vous vous souvenez que le logo sur votre site web ou sur votre plateforme de réseaux sociaux, simplement parce qu'il y a votre nom ou votre poste, cela ajoute de la crédibilité. Regardez par exemple ce gros titre. QAnon est derrière des manifestations nationales avec le hashtag Save the Children. L'amplification peut également avoir lieu avec des images. Il est important de s'en souvenir. Nous construisons des thèmes narratifs à partir des images que nous utilisons, non seulement avec les gros titres ou avec le texte, mais également avec les images que nous utilisons en ligne. Voici par exemple une photo de quelqu'un qui est en train de se faire vacciner, et cela n'est pas très agréable apparemment. Et il y a un tweet du côté gauche par quelqu'un qui s'appelle Dr. Bob Watcher qui dit « Ah, je suis un fan, mais lorsque vous mettez une photo d'un type qui fait la grimace pendant qu'il se fait vacciner, c'est peut-être une fausse information ou c'est trompeur parce que cela va pousser de nombreuses personnes à hésiter à se faire vacciner. » Et il n'est pas facile de choisir des photos. C'est peut-être une excellente photo, mais il faut penser à notre communication visuelle ou textuelle et penser au thème narratif à laquelle elle est associée, et notamment lorsque elle est en rapport avec un thème de la santé publique délicat comme la vaccination. Donc, ici, du côté droit, le New York Times, c'est un bon exemple qui illustre parfaitement ce point. Un médecin de Boston dit qu'il a subi une réaction allergique grave après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus. L'image fait un petit peu peur. Et bien qu'elle dise qu'il ait eu une réaction allergique, regardez le gros titre. Médecin de Boston dit avoir subi une réaction allergique au vaccin contre le coronavirus. Donc, lorsque vous faites défiler, vous allez sans doute plus penser au gros titre qu'au connu de l'histoire. Donc, il faut réfléchir à la façon dont l'image et son contexte peut-être ne présente pas le risque de manière exacte. Et c'est ce que nous pouvons voir sur le tweet du côté gauche. Lorsque nous parlons d'une réaction allergique, comme si c'était une nouvelle très importante, c'est peut-être mettre cette information hors de son contexte. Donc nous voyons cela au fur et à mesure que nous apprenons davantage de choses sur ces vaccins. C'est quelque chose que nous remarquons beaucoup. Réfléchissez sur les images et la façon dont votre contenu peut être recyclé par la suite. Si vous devez parler de Bill Gates, parfois nous sommes obligés, parce que Bill Gates n'est qu'un exemple, mais il y a d'autres personnalités comme lui. Il est la cible de nombreuses théories du complot sur Internet par rapport au vaccin et sur beaucoup d'autres thèmes. Donc faites attention lorsque vous parlez de Bill Gates et de ses activités. Il y a le risque que les gens recyclent ce contenu pour avancer leur théorie du complot. Donc, il est à comprendre qui sont les acteurs clés et les thèmes clés dans cet espace pour ne pas, par accident, donner des munitions à ces gens, leur donner des choses qu'ils peuvent facilement recycler, republier ou réutiliser pour soutenir leur théorie, leurs fausses informations. Et finalement, l'attribution est difficile. Par exemple, en haut à droite, nous voyons une capture d'écran d'une réaction allergique après un vaccin Pfizer. Et il peut être très facile de dire tout de suite, oh, c'est une activité coordonnée par le gouvernement. Un autre organe de presse, Russia Today, parle de tous les vaccins qui ne sont pas produits en Russie. Et c'est un thème narratif qui est très facile à utiliser, qui est en rapport avec notre peur des organismes de presse qui appartiennent à l'État. Cela concerne la politique d'autres pays. Mais en réalité, dans ce cas, tout ce qui se passe, c'est que quelque chose qui
qui a été communiqué par un organe de presse américain. Donc, les hypothèses ne vont jamais nous donner les bonnes réponses. Par exemple, sur l'attribution, est-ce que quelque chose est coordonné? Est-ce que quelque chose provient de l'État? Ou bien lorsque nous voyons les tendances sur Twitter, il faut toujours faire nos recherches, toujours interroger, toujours remonter à la source et ne pas attribuer tout à des attaques coordonnées. Il y a de la coordination des activités coordonnées sur Internet et parfois ça provient d'institutions gouvernementales, mais il est souvent très difficile à prouver et cela nécessite de très nombreuses recherches. Et souvent, lorsque nous faisons quelques recherches, nous trouvons la réponse et nous comprenons comment ces thèmes se développent en ligne. Et décidez quand utiliser votre plateforme. Lorsque vous pensez que le moment est venu d'intervenir, comment le faire? Et nous avons un concept qui s'appelle le point de bascule. Il décrit cette période. Il faut équilibrer le risque d'amplification des fausses informations par rapport à l'intérêt public. Donc, il y a la partie avant. Tout ce que nous faisons à ce moment-là, c'est amplifier une fausse information. Et il y a ensuite ce moment où si nous n'intervenons pas, il est trop tard. Et arriver à décider où se trouve ce point de bascule, ce point critique est vraiment très difficile. C'est plus un art qu'une science et cela changera selon votre publication, l'organisation pour laquelle vous travaillez et qui est votre public. Et donc cet équilibre délicat entre l'intérêt public, dois-je dire au public ce qui se passe? Quel est le risque si je ne le fais pas? Et d'autre part, la possibilité d'amplification sur votre plateforme. Et nous avons un petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler ce qu'il faut faire dans le cadre de vos recherches. Donc, ce n'est pas forcément dans cet ordre qu'il faut poser les questions, mais cela rend l'acronyme plus simple en anglais. Point, plateforme, P d'abord. Est-ce qu'une information passe d'une plateforme à une autre? Est-ce que des gens partagent quelque chose sur Twitter, TikTok, d'autres plateformes? O, outlet, c'est-à-dire organe de presse. Y a-t-il d'autres journalistes, éditeurs qui en parlent? I, influenceurs. Est-ce qu'il y a des personnalités, des chefs religieux, des vedettes qui en parlent? N, nombre. Quel est le niveau d'engagement? Et T, pour travel, déplacement. L'information passe-t-elle d'une communauté à une autre? De votre propre groupe, ensuite on la retrouve sur un groupe de maires. Donc cela nous dit beaucoup de choses sur l'information. Et cela va vraiment dépendre de votre public. Il y a un outil qui s'appelle CrowdTangle Link Checker. Vous pouvez l'utiliser sur Internet et il vous montre où et qui partage une information sur Facebook, Twitter, Instagram. Et cela vous permet de décider le niveau de propagation d'une information et découvrir ces réseaux sous-jacents. Encore une fois, cela va dépendre de la communauté que nous examinons. Voici une capture d'écran d'un rapport des CDC aux États-Unis où il montre des signalements non vérifiés de réaction au vaccin. Et cette capture d'écran a été partagée sans le contexte. Et les gens disent qu'il y a eu tant de signalements, mais cela ne signifie rien parce que ce n'est pas vérifié. Mais si vous êtes un petit organe de presse qui travaille auprès des communautés hispanophones, lorsque 7000 personnes partagent quelque chose, c'est peut-être une grande quantité. Par contre, si vous êtes un organe de presse national ou une organisation internationale et que vous utilisez votre plateforme, il y a un gros risque d'amplification de cette mauvaise information.